certains, je fais une petite dédicace à ma promotion, je ne dirais pas mon Master 1 à part, mais en tout cas, un petit message. C'est un vrai plaisir de présenter devant vous. Il y a également dans la salle des représentants de l'ARS, de la DRJSCS, des kinésithérapeutes, de la médecine du sport. Je pense qu'on est vraiment depuis pas mal de temps sur une réflexion sur notre cœur de métier, ce que sont les APA, mais rien que les APA à une place donnée. Et on ne peut pas tout faire. Et mon message est qu'on a une chance énorme d'être à l'université française et que l'université française nous donne la possibilité de faire de la science, faire expliquer. Il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des gens qui travaillent dans la physiologie. Et je pense que c'est un élément essentiel qui caractérise donc une pratique qui est basée sur la science. Et je vais vous l'expliquer de façon un peu plus précise. Il est clair que le concept de l'activité physique adaptée a quasiment 40 ans. Et en 40 ans, on va probablement, dans les années qui viennent, passer d'une étape qui est une étape où nous étions des artisans à une évolution assez importante, contrainte par à la fois des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de représentants des patients qui ont des demandes, et il y a également dans la salle des représentants de patients. Ils ont des demandes et il faut les écouter, il faut des sociétés savantes, mais il faut également des sociétés de professionnels qui écoutent ces patients au quotidien pour potentiellement programmer, réfléchir à ces programmes. Et c'est vrai que notre pratique et notre discipline APA s'est construite notamment sur la recherche fondamentale, mécanistique, mais dans les années qui viennent, je suis de ceux, et on est assez nombreux à penser que la recherche interventionnelle va aussi amener à préciser les contenus de pratique. Et la question que vous avez posée sur l'autisme est absolument pertinente, sur quels sont les contenus des savoir-faire. Et il faut effectivement se baser sur des savoirs, mais il faut également se baser sur des savoir-faire plus précis et plus établis. Alors, dans le domaine sur lequel on travaille le plus actuellement dans l'équipe, c'est la cancérologie et effectivement le plan cancer et le dernier plan cancer qui va couvrir jusqu'en 2019 dit très clairement qu'il faut faire de l'activité physique adaptée, que ça va rentrer dans le parcours de soins personnalisés. Didier Delinière l'a rappelé et vous l'avez tous évoqué ce matin, cet amendement qui va contraindre à la prescription. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est délicat? Effectivement, Claire l'a très bien dit. C'est une vraie question qu'on va se poser. Est-ce que l'activité physique adaptée est contrainte par la de l'auto-prescription et de quelle façon? Il y a actuellement, dans le cancer, des expertises collectives, 3 en parallèle. Les 3 vont être publiés fin 2016, à la fois l'INSERM, à la fois la Haute Autorité de Santé et à la fois l'INCa. Et donc, ces documents vont être produits et j'espère que les sociologues vont s'en emparer pour voir la lecture de ces 3 grandes sociétés savantes et la façon dont ils vont traiter l'activité physique. Et je pense que ça va être important de voir s'il y a des synergies, des convergences, ou voire potentiellement quelques oppositions. Alors, quelques oppositions dans l'activité physique adaptée dans le cancer. Simple. On va voir un document sur Internet pour voir les recommandations qu'on dit sur l'activité physique adaptée. 2013, Ligue contre le cancer, avec tous les experts, on va dire nationaux, voire plus, qui vont faire des recommandations sur la prise en charge du cancer du sein. Réponse dans ce document, qui fait 70 pages, activité physique adaptée, rien. Rien. Aucune information donnée sur l'activité physique adaptée. 2013, enfin, il y a très très longtemps. Alors, deuxième possibilité, on voit des documents, notamment canadiens, Cornelia, qui est celui qui est le plus publié dans le domaine, où il dit très clairement, c'est pas du tout neutre l'activité physique adaptée, et il faut en faire au cours des traitements du cancer du sein. Donc vous voyez la position, on est tous d'accord qu'il faudrait faire de l'activité physique. Mais on voit que finalement, en fonction des regards, et encore une fois, peut-être un regard sociologique particulier sur ce contexte, il y a des pratiques larges où potentiellement ça n'a aucun effet sur les traitements, ou potentiellement ça pourrait avoir des effets. On continue avec des gens qui disent, non mais attendez, l'activité physique adaptée pourrait être une alternative significative au traitement.
jusqu'à assez récemment, sur le Time, l'idée que tout simplement, c'est pas la peine de faire de la chimiothérapie dans le cancer du sein, ça sert à rien. Et donc les messages sont véhiculés dans le grand public en disant que le meilleur traitement contre le cancer du sein, c'est simplement de mieux manger et de faire une bonne activité physique adaptée. On va guérir. Waouh, ça devient un peu compliqué quand même, hein, et il y a des chercheurs qui sont sur cette position. Quelle activité physique adaptée pour ces traitements? Il y a des gens qui disent non, 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 d'abord on fait du sérieux, on fait du soin, donc le soin c'est chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, puis on verra l'activité physique après les traitements. En gros, après les choses un peu sérieuses, on fera l'activité physique adaptée. D'autres disent non, 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 l'activité physique adaptée ça va démarrer dès le début des traitements. En général, dans le cancer du sein, c'est juste après la chirurgie, parce qu'évidemment, ça entraîne un certain nombre de séquelles. D'autres vont dire non, 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 attention, il faut démarrer dès l'annonce. Qu'est-ce qu'on fait? Et quels sont les contenus? On voit bien que ce n'est pas forcément très clair, et la ministre était relativement ambiguë. Quelle activité physique adaptée? Quelle activité physique adaptée? De l'électrostimulation, de l'équithérapie, de la danse-thérapie, toutes les activités possibles. Alors, finalement, on peut les traiter comme on veut, et puis, à pistonner-las, comme on dit chez moi, finalement, on fera une pratique et on fera bouger des gens. À quelle dose? Une fois par semaine? 2 fois par semaine? 3 fois par semaine? Libre? Librement consenti? Clair à rappeler? Physiologique? Dépenses énergétiques, aérobie, renforcement musculaire, souplesse, équilibre, yoga, anti-stress. Donc finalement, tous les objectifs sont possibles, on peut faire un peu ce qu'on veut, comme on veut. Et évidemment, beaucoup de chercheurs se posent des questions sur la question de l'encadrement, du lien avec les équipes de soins de support. Il n'y a pas encore une fois que l'activité physique adaptée dans le traitement du cancer. Il y a également les kinés qui vont travailler en complément vis-à-vis de tout ce qui va se passer notamment sur le post-opératoire. Mais il y a également les diététiciens, donc des équipes de soins de support quand on est dans les phases de traitement. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait précisément? Et évidemment, la question est, on voit bien et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à ça avec des propositions, on va le voir, mais pour l'instant, on n'est qu'au début de cette problématique finalement. Eh bien, vous avez des offres extrêmement diversifiées d'associations, d'entreprises, de bénévoles, de personnes faisant des prestations de services. Hein, on voit de plus en plus des prestataires de services sur l'activité physique adaptée. Et finalement, vous avez tout. À gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe Pinat, qui a fait un programme pour la lutte contre le cancer sur lequel finalement, mesdames, vous faites la cuisine, c'est vraiment très schématique et pathétique, mais pendant la cuisine, vous vous musclez en faisant un peu de mouvement et ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis vous faites la chaise contre le mur entre 2 petits plats préparés. Délirant. Et de l'autre côté, vous avez des programmes un petit peu plus encadrés, supervisés, et évidemment, on voit bien que l'offre est pléthorique et les patients là-dedans. Comment ils font? Quelles sont les règles de prescription, de recommandation? Eh bien, il est évident qu'il faut une recherche, et encore une fois, il faut une recherche fondamentale, je l'ai dit, c'est mon message essentiel de la matinée, il faut la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes, effectivement, de la sédentarité, de l'inactivité physique et de l'effet sur la cancérogénèse, potentiellement. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Non. Et ça ne suffit pas parce qu'il faut des études de suivi. Et il y en a de plus en plus qu'on appelle des cohortes qui donnent des hypothèses potentielles qu'une activité physique A est meilleure qu'une activité physique B. Mais c'est souvent limité actuellement dans la littérature à des questions de dépenses métaboliques. 4 mètres, c'est moins bien que 8. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça se fait? Et les contraintes et beaucoup de biais sur cette interprétation. Et on est de ceux qui pensent qu'il faut en passer par cette étape, qui est une étape de la recherche interventionnelle, et donc de mettre en place des études sérieuses qui vont tenter de comparer ces programmes pour voir quels sont les bénéfices pour recommander dans les années qui viennent les meilleurs programmes. Et donc, une des personnes qui travaille le plus dans cette thématique dans le cancer du sein s'appelle Pierre Corneilla. Il est de Edmonton, au Canada, et il a 200 publications, dont 150 sur des études interventionnelles spécifiques.
les contenus de ces activités physiques, et je pense que c'est aussi important que des études qui vont être spécifiquement sur la compréhension mécanistique. Et donc, vous voyez, on va comparer des groupes et des groupes conformes avec toutes les questions éthiques, je pense qu'on va y revenir dessus, sur ces questions éthiques sur la pratique et de quel type de pratique. Et ce courant de la recherche interventionnelle conduit à ça. Je pense que les plus vieux d'entre nous ne connaissent pas trop ce genre de méta-analyse. En gros, tout simplement, on va compiler chacune des études. On voit des lignes ici à gauche, c'est une étude indépendante. Et on va moyenner l'effet que produit un programme d'activité physique relativement moyen sur la fatigue contre le cancer. Et la moyenne, vous l'avez ici, qui apparaît, la moyenne pondérée, voilà, qui est ici. Donc, c'est pas une moyenne, mais c'est une sommation particulière qui dit que, grosso modo, si on ne fait pas d'activité physique adaptée à tel niveau, ou si on fait l'activité physique à tel niveau, ça va être bénéfique pour réduire un des symptômes majeurs des traitements du cancer, qui est la fatigue. Donc, grosso modo, on a cumulé de l'expérience jusqu'à dire que finalement, il est absolument indispensable de recommander la pratique d'activité physique adaptée au décours d'une chimiothérapie du sein. Et donc, vous voyez, des études dans le monde, il y en a de plus en plus. Et ce courant-là amène à ce genre de conclusion sur l'ensemble des indicateurs qu'on va pouvoir évaluer, des valeurs d'intérêt, mais, virgule, pour l'instant, cette pratique de l'évidence-based, la pratique par les preuves scientifiques, par des évidences au sens français du terme, mais des preuves scientifiques, eh bien vous voyez qu'il y a encore des difficultés dans le cancer du sein et qu'il y a des recherches à mener, notamment sur des questions symptomatiques, l'anxiété, la dépression, la fatigue. Mais l'élément qui va être important et sur lequel on dit quasiment que le cancer, ça va éviter des récidives, on le voit, l'activité physique adaptée va éviter des récidives. Les journalistes vont un petit peu vite en besogne, et je pense qu'il faut beaucoup plus d'études que ça, et les sociétés savantes restent ou doutent encore parce qu'il manque des études sérieuses dans le domaine, et on est en train d'en faire quelques-unes, notamment à Montpellier, sur ces questions-là de la survie de la cancérogène. Bon. Alors, ces doutes, ces manques, Claire l'a rappelé, un des rapports qui me semble essentiel là-dessus, c'est le rapport de la Haute Autorité de Santé de 2011 sur les thérapeutiques non médicamenteuses, et vous voyez, la conclusion elle est très explicite. Ça a l'air marcher potentiellement, mais il nous manque encore un certain nombre d'études sérieuses, et il faut les mener. Et j'ai envie de vous dire que finalement, l'activité physique adaptée se retrouve dans une situation, alors peut-être que je vais être provocateur, mais en tout cas se retrouve dans la même situation qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années, où il n'y avait quasiment aucune recherche clinique sérieuse dans le médicament, juste du feeling. Et si vous prenez juste un petit peu de temps pour lire cette phrase, je pense qu'on en est un petit peu là, à une étape d'artisanat sur lequel chacun, on est convaincu que l'activité physique, si vous êtes là, vous êtes convaincu que l'activité physique a un effet significatif sur les patients. Mais pourtant, le décideur public, pour l'instant, les autorités, pour l'instant, les payeurs de santé restent encore un peu en doute vis-à-vis de ces prescriptions d'activité physique. Donc c'est bien prescrit, mais prescrit quoi? Donc l'avènement de ce courant de la pratique par les preuves scientifiques et donc par des études interventionnelles avance de façon très significative dans le monde, et donc grosso modo sortir de l'idée que c'est l'activité physique adaptée, mais bien des méthodes spécifiques d'activité physique adaptée qui vont être spécifiques et bénéfiques à des populations également spécifiques. Et je pense que cette évolution-là, elle est notable dans beaucoup de secteurs. Il est évident que ça a été une des clés essentielles pour que le médicament prenne sa place dans le traitement et sur lequel un médecin ne se pose quasiment plus de questions. Il y a des arbres décisionnels qui sont établis pour telle pathologie, tel symptôme, etc. Et que, effectivement, pour l'instant, dans nos thèses, oui, on est convaincu qu'il faut de l'activité physique adaptée, oui, on est convaincu qu'il faut la traiter, mais de quelle façon et comment? Eh bien, je pense qu'il va falloir de plus en plus travailler sur cette recherche pour
en sortir et pour non pas uniquement donner des savoirs, mais également transmettre des savoir-faire. Et donc ces savoir-faire, ça ne suffit pas uniquement de parler de l'activité physique adaptée, et nous, chercheurs, on a beaucoup de choses à revoir et à corriger sur les publications et sur lesquelles le contenu du programme APA, lorsqu'on faisait des études interventionnelles, ça fait 3 lignes maximum sur une revue. Mais c'est quoi ce programme concrètement? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans la boîte? Comment ils l'ont fait pour montrer telle ou telle efficacité? On reparlera probablement de l'information à l'usager, quelle information on donne à l'usager et les questions d'autoprescription. Mais il est bien sûr qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, et je pense qu'on va en discuter, faire ce modèle-là. Le modèle du médicament, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, grosso modo, entre 1 milliard et 2 milliards d'euros pour une problématique qui est un nouveau médicament. C'est évident que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, on est de ceux qui pensons qu'il faut évoluer vers un modèle standardisé de recherche clinique non médicamenteuse. Alors, vous avez là très rapidement le modèle américain proposé par la NIH. Vous avez le modèle ici proposé par le groupe consort avec Isabelle Coutron, qui est une autre façon de faire de la recherche interventionnelle, qui est soutenue par l'INSERM notamment. Vous avez le modèle du NRC, donc le modèle anglais, qui parle plutôt d'un modèle d'implémentation et d'essais cliniques qui vont être implémentés. Et vous avez un modèle qui est un peu à la mode également, qui est un modèle sorti de l'ingénierie, sur lequel on essaye d'optimiser de façon systématique les programmes, mais également par de la recherche clinique. Ce qui est évident, c'est qu'on aura besoin de tout le monde. Et encore une fois, je l'ai dit, chacun à sa place, et tout à sa place, mais rien qu'à sa place. Il faut absolument des praticiens qui observent et qui transmettent à des sociétés comme la SFPAPA pour dire tiens, j'ai trouvé quelque chose qui a l'air potentiellement de fonctionner. Il faut le transmettre notamment aux chercheurs qui font de la recherche fondamentale et aussi de la recherche interventionnelle. Et ça doit se transmettre aux sociétés savantes, à FAPA, FIAPA, représentée par Claire, qui présente. Il faut transmettre ces savoir-faire. Et cette recherche interventionnelle sera essentielle pour peser potentiellement, à la fin, sur des autorités de santé et éventuellement discuter du remboursement et de cette prise en charge. C'est pas tout de dire que les médecins doivent prescrire. Y a-t-il un remboursement? Comment? De quelle façon? Beaucoup de questions sont plutôt posées et avec peu de réponses. Alors j'en profite pour parler de notre congrès qu'on organise depuis 2011, qu'on fait désormais entre Montréal et Montpellier en alternance. Mais il est clair que la recherche interventionnelle doit absolument amener à des consensus bien plus forts pour pouvoir coordonner les programmes et les discuter. Donc bienvenue à Montréal au mois de mai ou l'année prochaine. Montréal au mois de mai, il neige, donc c'est sympa quand même d'aller encore y faire un tour. Il est bien évident que, je veux aussi dire ça, que beaucoup de gens qui lisent les evidence-based le lisent comme une application de recettes stupides à des patients. Et beaucoup de gens, on le voit dans certains papiers, c'est absolument aberrant. Non, l'évidence-based, c'est de dire évidemment qu'il y a la compréhension des préférences et du contexte de mode de vie du patient. C'est évident. C'est évident également qu'il ne faut pas l'appliquer de façon tyrannique. Donc il y a des spécificités contextuelles, culturelles et sociologiques, c'est absolument évident, mais on le rappelle. Donc, en conclusion, très rapide, je pense qu'il y a eu un effort remarquable qui a été fait par les SFP, par à la fois Jean-Marc Barbin, à la fois Pierre Perrin sur la vie communautaire, etc. Sur cette question-là du référentiel métier. Je pense que c'est une évolution absolument indispensable de préciser les compétences, les spécificités. Bon, ça rappelle des choses qu'on avait évoquées il y a quelques temps sur ces bonnes pratiques. Alors peut-être que les mots ne sont pas tout à fait adaptés. Ce qui est évident, c'est qu'on va aller vers un courant où l'activité physique adaptée, nécessairement, va se baser de plus en plus sur des programmes et donc sur des études solides. Et donc, l'activité physique adaptée, il est évident qu'on a besoin aussi de mieux préciser les contenus, les messages et les concepts. Promotion de la santé, je veux finir là-dessus. Promotion pour la santé, c'est pas de la prévention santé. Ça n'a rien à voir. Et l'inconvénient, c'est qu'on a beaucoup d'amalgames, comme dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire. C'est pas du tout les mêmes façons d'intervenir. Et je voudrais finir parce qu'on avait démarré ce DESS en 99 avec mon ami Jean-Marc et sous l'idée de
de Jean-Marc Bardin. Je pense qu'une filière, un secteur n'existe que parce qu'il y a des étudiants qui sont encore motivés et encore présents quasiment 25 ans avant, enfin, depuis 25 ans. Et je tiens vraiment à les remercier, à tous ceux qui organisent les CPAPA, la JAPA, à la fois, on va dire, dans le in et dans le off. C'est la seule off que je peux vous montrer. Voilà, merci de votre attention. Sont venus aussi pour débattre, pour poser des questions, donc on peut prendre pas mal de petites questions. Donc des petites questions pour continuer à discuter à la pause, puisque quand même cette intervention pose aussi la question des recherches, des types de recherches sur lesquelles peut se baser, peut se fonder la légitimité de la profession. Et elle présente un type de recherche parmi l'ensemble de celles qui peuvent être menées. Bonjour, François Bardin, de l'Agence régionale de santé. Je vais dire quelques mots, je vais participer à la journée, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment dans l'Agence régionale de santé, la nouvelle agence sur les 13 départements. Donc, je vais remercier. Simplement, je vais pour faire prolonger l'intervention de créer de nous, c'est comment dire que l'analyse des parcours. Les questions, les bonnes questions sont posées, c'est déjà ça. En revanche, je n'ai pas de parole officielle à porter, puisqu'on n'a pas encore vu. L'amendement fondéral qu'a cité tout à l'heure Jérémy, la phrase qui est citée, c'est l'amendement tel qu'il est dans la loi. Actuellement, c'est l'article 144. À l'origine, l'amendement avait ajouté deux mentions qui ont disparu ensuite au fur et à mesure de lecture de l'Assemblée nationale, au Sénat, à nouveau l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis en lecture définitive de l'Assemblée nationale en décembre 2015. Les deux mentions ont été oubliées. Et ça rejoint un peu le propos de Michel Romino. Ces deux mentions s'étaient mises sur la formation des médecins. Leur fournir non seulement une formation, mais aussi des outils pour faciliter la prescription, si on ne le font pas. Ça, c'est clair, il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. La deuxième chose, c'est qu'il était question de labelliser un certain nombre d'organismes habilités à mettre en œuvre la prescription d'activité physique. C'est la
question pour que le micro arrive. Je pense que Jean-Paul Romarin de l'ARS a bien résumé la situation entre la recherche interventionnelle qui essaye de montrer des preuves et de démontrer des preuves, et ensuite la recherche d'implémentation, qu'on va appeler de l'évaluation, et ce qu'on appelle aussi, enfin il y a plein de termes, mais en tout cas le suivi d'évaluation et de surveillance. Et je pense que là, il y a à innover dans ce que dans le médicament on appelle la phase 4, et effectivement de ces suivis de ces programmes, parce que clairement, on voit et on observe dans le cancer des dérives significatives d'utilisation quasi sectaire de l'activité physique pour certains patients vulnérables. Et ça, c'est absolument intolérable. Donc un peu, Guillaume Talon, j'ai pris vraiment ce matin, c'était très intéressant. J'aurais d'abord une petite remarque, et j'invite l'ensemble des étudiants et des enseignants à lire un article qui est paru en 1994 sur l'institution de la kinésithérapie en France, et du coup ça donne aussi des informations sur l'historique des enseignants là-bas, mais aussi de ce qu'il y avait avant, au cours du 19e et 20e siècle, c'est très intéressant, et ça permettra aussi de s'intéresser à l'approche que nous a présentée la première intervenante. Deuxième chose, je remercie Grégory de souligner que c'est intéressant et important de faire de la recherche interventionnelle. Pour rapprocher les deux interventions avec celles, je me demande à quel point, justement, au travers des lois, au travers des recherches qui sont menées, et travaillant dans le domaine des dispositifs médicaux, des agréments qu'il y a à avoir, à quel point on ne se rapproche pas de la thérapie, vraiment, puisqu'on parle de labellisation. Je remercie l'intervenant précédent de l'ARS de son intervention. On parle de labellisation de professionnels, de labellisation de dispositifs médicaux. À quel point on ne se rapproche pas de la thérapie. Je pense que c'est quelque chose qui pourra être débattu aussi par la suite dans le cadre de la table ronde, justement, on parlera de sport sur ordonnance. Merci beaucoup de cette question, elle est essentielle. Le dispositif médical s'est construit après le médicament et avec des procédures de validation qui ont évolué, et depuis le 1er janvier 2016, il y a une nouvelle réglementation européenne vis-à-vis de la validation des dispositifs médicaux. Pour bosser beaucoup sur ce sujet-là, il y avait à Toulouse hier une grande réunion de l'ARS sur ces thématiques-là. Et on voit bien que cette orientation très thérapeutico-thérapeutique est quasiment franco-française, si on veut bien regarder de près, et que les Européens évoluent d'une autre façon, et que jamais, même dans le médicament, on a pensé à un médicament que thérapeutique. Je vous rappelle qu'il y a plein de médicaments qui sont liés à la prévention notamment tertiaire, donc de la prévention de séquelles, d'effets secondaires, etc. Donc clairement, l'activité physique adaptée, elle n'est pas que thérapeutique, elle est aussi préventive. Et donc, le discours qu'on a les uns les autres, c'est de faire évoluer les modèles de validation, et ça passe par réflexion épistémologique et scientifique, pour après que le décideur public dise quelles sont véritablement les procédures de validation, jusqu'à qu'à la fin, évidemment, le payeur du remboursement choisisse de rembourser à quel niveau. Et c'est vraiment des étapes successives qu'on doit mettre en place et sur lesquelles, pour l'instant, on pense effectivement, Jean-Paul Romarin l'a dit, à quasiment le haut de la fusée, mais il faut aussi repartir de la base, qui est la science, qui est après la décision, qu'après le financement de ces interventions, et les mutuelles sont très importantes.